Qui va vous convaincre? Nous sommes ensemble jusqu'à 21 h en direct. 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Pablo Pillo-Vivien, dîner mondain clandestin. Oui, on peut être en colère et avoir envie de manger les riches. Fatima Benomar, en colère aussi parce que le Sénat interdit le port du voile religieux dans les compétitions sportives. Assez de montrer du doigt les femmes voilées, il faut les laisser vivre. Thérèse Argot, philosophe, sexologue. La chanteuse Oshi, moquée pour son physique. Ça ne se dit pas, c'est vrai, c'est de la muflerie. Mais il faut aussi penser à son apparence. Et Jean-Sébastien Ferjou, qui est avec nous, directeur de la publication du site Atlantico. On réforme l'ENA. Non, il faut garder l'ENA, mais changer les énarques. On va en parler donc. On va commencer avec Pablo Pillo-Vivien, qui est responsable éditorial chez Regard. Les dîners en ville, parisiens, le Palais Vivienne, le chef Leroy. Enquête toujours en cours, perquisition aujourd'hui. Le chroniqueur gastronomique Gilles Pudowski, il connaît le chef Christophe Leroy. Voilà comment il en parlait. On était en fait conviés à faire une espèce de testing de différents produits, différents plats qu'il avait fait, plats de saison. Alors, il y avait des risottos à la truffe, par exemple, ou des choses comme le faisan aux poires, c'est des choses de saison en automne. Et c'était superbe, hein, c'était très bien fait, il n'y a rien à dire sur le plan gastronomique, puisque moi, mon rôle n'est pas de voir si ces choses sont légales ou pas. Chez Leroy, c'est une espèce de laboratoire de cuisine. C'est pas un restaurant? C'est pas du tout un restaurant, c'est plutôt un salon, c'est salon bourgeois dans un immeuble haussmannien. Les perquisitions aujourd'hui au Palais Vivienne, les menus du chef Leroy, les dîners ou les rencontres de Pierre-Jean Chalençon. Ces dîners, ils ont du mal à être digérés. On a vu monter sur les réseaux sociaux le hashtag Mangeons les riches. Et Pablo Pillo-Vivien est d'accord. Il faut manger les riches. 90 secondes pour convaincre, top chrono. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la France? Alors, c'est certes un pays qui essaie de se battre tant bien que mal contre le Covid. C'est un pays qui essaie de garder le sourire malgré les restrictions sanitaires. Mais la France, c'est aussi un pays où on voit des files interminables d'étudiants pour la soupe populaire. C'est un pays où il y a 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. C'est un pays où il y a plus de 2000 morts dans la rue, ou plutôt de la rue. C'est un pays où encore aujourd'hui, un SDF a été condamné à Montpellier à 650 € d'amende pour non-port du masque. Beaucoup de Français aujourd'hui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Beaucoup de Français aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils vont mettre le soir dans leur assiette. Et qu'est-ce qu'on a à montrer à ces Français? On a à montrer des restaurants clandestins où des riches et des puissants, en toute impunité, vont se payer des menus à 450 €. Alors, est-ce que c'est du poujadisme de bas étage que de dire mangeons les riches? Pour moi, non. Pour moi, non. C'est un cri qui vient du plus profond, en fait, des triples du peuple. C'est un cri, d'ailleurs, qui trouve sa source dans la Révolution française, parce que c'est un révolutionnaire, Pierre-Gaspard Chaumette, qui l'attribue à Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui aurait dit « Quand le peuple n'aura plus rien à manger, il mangera les riches ». Manger les riches, en fait, ça raconte pour moi le deux poids, deux mesures qui est vécu de plus en plus douloureusement par les catégories populaires et qui s'est aggravé avec le confinement, mais qui a commencé bien avant et dont Emmanuel Macron, de part malgré lui, est le porte-étendard. Ah bah écoutez, ça a le mérite d'être clair, c'est un réquisitoire, signé Pablo Pillo-Vivien. Place au débat maintenant. Thérèse Argot. Écoutez, j'avais pas d'avis au départ, mais on peut que être d'accord avec ce que vous partagez, c'est-à-dire la colère, elle est légitime, et on entend bien cette colère-là, donc on peut la comprendre. Après, je vois pas où est le débat, en fait, dans ce que vous êtes en train de dire. Oui, que ça choque que des personnes riches se sentent au-dessus des lois, alors que des personnes très modestes essayent de les respecter, c'est révoltant, bien évidemment. Non, mais en fait, c'est des magots de le formuler comme ça? De déformuler comment? Mangeons les riches? Oui, comme ça, oui. Mais moi, ce que j'ai... En fait, vous savez quoi, ça me met mal à l'aise. Parce que les riches, oui, c'est très carboné comme alimentation. Vous savez quoi, ça me met mal à l'aise. Je souriais à votre chronique parce que je me dis, mais est-ce qu'on va manger? Moi, je me considère comme étant énormément privilégiée. Et donc, du coup, ça me met un petit peu mal à l'aise parce que vous mettez les riches comme une sorte de catégorie. On n'a pas envie de manger les riches. Ça veut rien dire, évidemment. Non, mais en moi, fait, c'est ça. Un cri de colère. Non, mais alors ça, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est justement ces riches, en fait, qui le prennent pour eux. Parce que j'ai vu aussi sur Twitter et d'ailleurs sur
dans les médias beaucoup de gens dire ah mais c'est horrible, on peut pas manger les riches, etc. Enfin c'est horrible Mais comme on peut pas manger les la êtres pensée humains, cannibale. déjà, qu'on le dise, Non mais pour moi tout ce le que je monde. trouve intéressant, c'est précisément que les gens en fait qui se sentent visés en fait par manger les riches se posent la question de la fracture antidémocratique qui est en train de se creuser en France, et aussi qui s'imaginent être la cause en fait de cette fracture antidémocratique, et qu'ils arrêtent en fait de rejeter systématiquement la faute sur le peuple qui serait trop poujadiste, qui serait trop populiste, qui voudrait des noms, etc. Non, la question qu'il faut poser, c'est précisément sur ces bourgeois qui abusent aujourd'hui. Qui ne donnent pas l'exemple. En fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est la question de l'exemplarité. Et bien sûr que quand on a beaucoup reçu de par la vie, de par notre situation, parce qu'en général, les riches n'ont pas fait grand-chose pour être riches, à certaines exceptions, mais il y a beaucoup aussi de choses qui ont été reçues. C'est bien d'accord. Eh bien, on se doit d'avoir cette exemplarité et donc de respecter même encore un peu plus que les autres ces règles-là. Là, je suis bien d'accord. Mais on entend surtout le cri de colère, et ce cri de colère, il est légitime quand même. Jean-Sébastien Ferjou, d'accord avec Place au débat, d'accord avec ce que dit... Mais j'arrive pas à comprendre quel est le sujet. Est-ce que Oui, le c'est sujet, ça. c'est l'exemplarité des riches qui se croiraient au-dessus des règles, et est-ce que l'argent peut permettre de s'exempter des règles? Et ça, évidemment, je pense qu'il y a peu de gens qui, même parmi ceux d'ailleurs, qui violent les règles en question, qui le défendraient. Ou est-ce que le sujet, c'est l'existence des riches explique l'existence des pauvres? Et là, je suis absolument pas d'accord, parce que vous pourrez manger les riches, ou plus exactement, manger tout l'argent des riches en les fiscalisant à mort, que vous n'aurez toujours pas réglé le problème, parce que le problème est celui de la croissance. Et le problème est le fait que nous soyons enfermés depuis 20 ans dans une trappe à croissance faible. Mais ça, ça, c'est un c'est sujet. une erreur. La fiscalité du capital, c'est un sujet. Mais il y a des tas de sujets techniques, et pardon, mais c'est à peu près... Non, en fait, je suis pas... Il y a Pour le coup, effectivement... assez non, poujadiste. mais il y a effectivement Parce que des c'est sujets pas une techniques, solution. mais il y a aussi la question des inégalités. Et la question des inégalités, vous pouvez pas... la Vous pouvez question pas des y couper. inégalités, Et elle vous a des pouvez pas la racines. résoudre. Mais Non, je et ne vous- veux pas y et vous- couper, je non, vous mais- dis qu'elle a des racines différentes. Oui, non, mais oui, mais en fait, vous pouvez pas répondre à la question des inégalités par ah bah oui, mais on va y avoir plus de croissance. En fait, plus de croissance, Mais pourtant, ça peut historique. augmenter aussi les inégalités. Mais Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Vous voyez, genre aujourd'hui, qui a capté l'argent? On a 4 nouveaux milliardaires français, dont le PDG de Moderna. C'est un problème en fait. ça n'est pas un héritier. Ça n'est pas un héritier. Peu importe, il a capté en fait Il la a force rien de capté. travail d'énormément de gens. Bien sûr que si. Il a capté la force de travail de chercheurs, en l'espèce à Moderna, qui ont trouvé un vaccin, et il les a mis dans ses poches, et ça a fait de lui un nouveau milliardaire dans le classement Forbes. Et ça, c'est pas possible. Et c'est aussi de ça dont les gens ont ras-le-bol aujourd'hui. Fatima Benomar. C'est vrai que la première chose que je voudrais dire pour essayer de percevoir où est en fait la ligne de fracture, où est la vraie différence entre les riches et les pauvres. Ce qui m'a fasciné en entendant Chalençon, c'est cette espèce de désarmante frivolité du privilégié. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait qu'il n'a pas peur. Il est pas mal cyberharcelé en ce moment, il est vraiment sous le feu des critiques, et il s'octroie le luxe d'enchaîner plein d'interviews. On dirait qu'il s'auto-incrimine et se contredit toutes les 2 phrases. Et on dirait qu'il n'a pas peur. Il a l'intime conviction que de toute manière, rien ne peut lui arriver. Et ça me parle La pas preuve que des... si, puisqu'il y a une perquisition Oui, aujourd'hui. mais il a et- l'impression Ouais. que rien ne peut lui arriver. Ça m'a rappelé une interview que j'avais vue de Fabrice Arfi de Mediapart, qui disait que ce qu'il avait souvent étonné, c'est que souvent quand on faisait des perquisitions suite à par exemple un article de Mediapart chez des politiques corrompus, souvent toutes les pièces à conviction étaient à leur domicile, comme s'ils avaient la profonde conviction que de toute manière, rien ne pourrait leur arriver. Et ce qu'on voit dans le regard éberlué de Chalençon qui s'expose à toutes ces interviews, Enfin. c'est qu'il n'en revient pas qu'on lui demande des comptes, en fait. Non mais pardon, mais Et la Pierre-Louis deuxième Chalençon, chose- c'est un personnage de télé-réalité. C'est pas un riche. Mais- Pardon, mais ça n'est pas le président de Mais c'est un Moderna. riche, quoi Ça qu'il n'est en pas soit. Bernard Arnault. Et C'est je pas voudrais quelqu'un qui a juste- créé des millions d'euros. et juste Mais pour non. répondre, je voudrais juste terminer sur ce que vous avez dit. Quand vous dites on aura beau manger tous les riches, mais on voit là la parfaite l'argent des démonstration de l'inutilité d'un certain level de richesse. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Un repas, donc quelque chose qui est censé passer dans notre corps pour maintenir notre organisme sur quelques heures, qui coûte le tiers d'un SMIC. C'est quoi un repas qui va être évacué dans les heures qui viennent et qui n'a juste pour but de survivre? Parlez-en aux joueurs de foot Qui qui coûte- mangent des steaks dorés à leur faim à Dubaï. Hein, parce que Et ceux ça qui sert sont dans le à show-off, quoi? en général, c'est Ça pas montre- les gens qui ont hérité Oui, mais leur alors, argent. attendez. Non, mais il y a une À autre chose. quoi sert la richesse? Ça finit à payer un Mais ça simple sert- repas, la moitié d'un SMIC. Mais bien sûr qu'il y a des niveaux de richesse qui sont absurdes parce que personne ne dépensera jamais autant d'argent dans une vie. Mais si vous avez créé énormément de valeur, énormément d'emplois, c'est aussi une richesse. Non, il qui crée est- pas des emplois. Hein. Enfin, Bah si, pardon, Bernard
Bernard Arnault a créé beaucoup d'emplois. Pas du Quand tout. vous regardez Non, la liste. Ce qui crée les emplois, c'est l'activité, et l'activité qui est portée d'abord par les salariés. Qui a pris le Mais risque? ils n'ont pas créé les entreprises, on crée les entreprises avec des salariés. C'est absurde d'opposer les uns aux autres. Le sujet, c'est que vous confondez l'ascenseur social avec la réalité de ce qui se passe là où on fait sortir les gens de la pauvreté. C'est quand il y a un monte charge social. C'est ce qui s'est passé pendant les 30 glorieuses. C'est quand tout le monde s'enrichissait. Pas dans l'économie réelle, c'est qu'ils ne savent tellement pas quoi faire, les super riches, après leur troisième maison, leur deuxième résidence. Il y en a 42 milliardaires français. Il n'y en a pas 65 millions, il n'y en a pas 10 millions. Bah, c'est le plus scandaleux, c'est qu'on a 1% des personnes qui détiennent l'énormité des richesses et donc du pouvoir. Juste pour dire aussi sur la réalité de ce que c'est qu'aujourd'hui, en fait, un dîner comme était organisé un dîner clandestin. Un dîner clandestin. Il y en a plein en France, des dîners clandestins faits par bon nombre, par des milliers de personnes. En fait, c'est quelque chose qui est assez propre à la bourgeoisie, d'ailleurs, dont je fais partie. C'est-à-dire que le dîner, en fait, a une... Non, mais moi je suis... Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vois, en fait, la nécessité sociale pour la bourgeoisie que de participer à ce type de dîner. Alors même que pour les catégories populaires, le dîner est soit une obligation parce qu'il faut bien bouffer, soit un plaisir. Mais pour la bourgeoisie, en fait, on est passé à un autre stade. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des dîners pendant le confinement, précisément parce que c'est dans leur ADN. C'est l'ADN de la bourgeoisie que de faire des dîners mondains. Il y a autre chose qui se joue, l'ADN de chaque catégorie sociale, c'est la distinction. Donc il y a des gens qui vont porter des marques, des survêtements, des baskets parce qu'ils ont envie d'assumer un look et de montrer qu'ils appartiennent. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a des jeunes d'un quartier de Champigny qui peuvent pas aller dans le quartier d'à côté. La distinction, ça existe dans toutes les catégories sociales. Donc oui, il y a un aspect ridicule à ce que certains trouvent que ça fait le sel de la vie d'être au-dessus des lois. Oui, ça existe. Mais pour le coup, ça n'est pas ça qui donnera de l'argent aux pauvres dans ce pays, malheureusement. Mais en quoi ça vous dérange? D'une certaine façon, en quoi ça vous dérange? J'essaye de comprendre votre position. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est la question de l'exemplarité. C'est-à-dire que des personnes qui nous diraient ce qu'il faut faire et qui ne respectent pas, forcément, ça génère un sentiment de colère, d'injustice qui est légitime à écouter. Donc, mais ici, vous partez de ce sujet-là qui me semble légitime et pour dévier vers un autre sujet, un peu une guerre contre les riches. Et là, je vous suis moins. En fait, c'est pas une guerre contre les riches, ça s'appelle la lutte des classes. Oui, oui, d'accord. Non, mais c'est tout simplement la lutte des classes. C'est la lutte contre les people. Là, on est dans un autre sujet. Pierre-Louis Chalençon, ce sont des people. Non, mais qui peut croire que Pierre-Louis Chalençon a une éducation, ou Pierre-Jean a une éducation bourgeoise, en tout cas dans la manière dont il exprime, je vous qui vont dans ces dîners. Lui, il organise, paraît-il, en tout cas, même s'il joue sur les mots, mais toute la population qui l'accueille, c'est pas des personnes de télé-réalité. Là où vous avez raison, c'est que le Palais Vivienne n'est pas... Non, mais le Palais Vivienne n'est pas le seul endroit où il y a eu des dîners clandestins. Il y en a beaucoup d'autres, c'est assez relaté dans les médias. Genre, même dans cette maison, on en a parlé parce que c'était dans le Canard enchaîné, etc. Alors, c'est une pratique. Stop. Juste en ce qui concerne le restaurant BFM TV, puisque vous le dites publiquement, je vous signale qu'il y a eu une vérification. Il n'y a eu aucun journaliste ni personnalité de BFM TV qui a été coincé entre guillemets dans le restaurant qui est à côté de nos locaux. C'était pas un restaurant clandestin, c'était ouvert à une douzaine de personnes qui, fatalité, venaient de Pompidou pour boire un coup après un chiffre de service. Voilà, et au moment où les policiers sont arrivés, il y a 2 personnes qui sortaient, comme ça je fais la mise au point, de BFM TV, qui se sont retrouvés face aux policiers. Il n'y avait aucune personne, ni journaliste, ni vedette de BFM TV. Deauville, si c'est de Bruce, tout ça dont vous parlez, il a fourni les explications et il a dit tout ce qu'il avait à dire à ce propos, Fatima Benamar. Voilà, la mise au point est faite. Ouais, mais attendez. Puisqu'on est sur l'affaire du Palais Vivienne et de Pierre-Jean Chalençon, après le propos de notre ami Pablo Pillot-Vivien, allons-y pour le verdict, voir ce que vous avez pensé. Alors, on y va après ces 10 minutes de débat. Est-ce qu'il faut effectivement manger les riches? C'est la nouvelle lutte des classes avec cette histoire. Convaincu ou pas, Thérèse Argot? Non, il ne faut pas manger les riches. Par contre, on peut exprimer une légitime colère quand on a ce manque d'impunité. Mais heureusement, on vient. Et puis moi, je m'affole aussi d'une chose, c'est quand même la délation. Il a mangé là, il a fait ça. Dans telle église, on a vu que... Oh là là, la France ne monte pas sur son plus beau regard en ce moment. Son plus beau visage, pardon, en ce moment. Je suis très mal à l'aise avec la délation. Par contre, voilà, on punit ceux qui ont enfreint la loi. Et on mange pas les riches. Mais on ne mange pas les riches, non.
Fatima Benomar? Non, je suis d'accord, je n'appelle pas ça de la délation, c'est tout simplement nommer. À un moment, l'oligarchie, il faut bien qu'elle ait un visage. Et quand on a des personnes, effectivement, qui se pensent au-dessus des lois, c'est pas plus mal de savoir qui sont ces personnes, surtout si elles se mettent après en situation de nous faire des leçons. Après, on verra suite à l'enquête s'il y a eu des personnalités, par exemple, politiques ou autres. Mais moi, je suis bien impatiente de savoir ces noms-là et ce que ça implique. Convaincu, pas convaincu, convaincu, Jean-Sébastien Ferjou? Je veux pas plus manger des riches que boire le sang des rappeurs. Enfin, c'est juste absurde, quoi. Il y a un sujet de Pas pauvreté, convaincu. il y a un sujet d'inégalité, qui ont des racines sérieuses. Il faut regarder ce qui s'est passé dans l'histoire économique des 30 ou 40 dernières années. Mais c'est certainement pas avec des formules à l'emporte-pièce qu'on va gérer le problème. Désolé, pas convaincu ce soir, Pablo, dans votre prise de position. On va passer à Fatima Benomar. Et la loi sur le séparatisme qui continue sa navette parlementaire examinée par le Sénat, examinée par l'Assemblée nationale. Et le Sénat a durci encore le texte, cette fois sur le volet sport. Que dit le Sénat? Il s'agit en fait d'interdire de porter des signes religieux dans les compétitions sportives. Et là, pour vous, c'en est trop, Fatima Benomar, puisque vous dites c'est encore les femmes voilées que l'on vise. Laissons-les vivre. 90 secondes pour convaincre, c'est à vous. En effet, on continue en fait année après année à mettre en débat le fait qu'il faudrait interdire les femmes qui portent un voile de plus en plus de choses, de droits, d'activités, ce qui nous habitue à l'exemple du plus haut niveau de l'État à les percevoir tout simplement comme des indésirables. Donc il faudrait tenir à l'écart de tout ce qu'on peut leur interdire. Et donc ça fait scandale chaque fois que, par exemple, une femme qui porte un voile et c'est son bon droit est auditionnée à l'Assemblée nationale, qu'elle va participer au débat public dans son conseil régional, qu'elle chante à The Voice et maintenant si elle veut participer à des compétitions sportives nationales. Et pire, on nous dit que c'est parce qu'elles risquent d'être vues à la télé. Donc peut-être même que bientôt, dans vos plateaux, vous n'aurez plus le droit de les recevoir. On dirait que le projet, en fait, c'est de les effacer de notre champ de vision et qu'elles nous apparaissent, en fait, partout et de plus en plus comme insupportables et même comme non humaines. Et paradoxalement, sur tous les champs qui peuvent construire leur émancipation, c'est-à-dire leur intérêt pour la politique dans leur région, pour le sport, pour la culture. Et pour vous dire jusqu'où va la déshumanisation, il y en a comme Éric Ciotti qui disent même que sur un brancard, elles ne devraient pas pouvoir accéder à l'hôpital public tant qu'elles n'ont pas enlevé leur voile. En fait, la République est en train de se comporter de plus en plus pire que n'importe quel gros barbus radicalisés, d'ailleurs qui vont bientôt plus avoir besoin de les enfermer chez elles, puisque de toute façon, elles n'auront pas grand-chose à faire dehors. Et on est en train plus globalement de glisser par plusieurs pentes vers un régime de l'état de droit très particulier où les citoyens doivent ressembler à l'idée que se fait d'eux l'État et sans respect ni pour nos libertés religieuses ni associatives. Donc laissez-nous vivre, laissez-les vivre, c'est le propre et la base d'un état de droit. Jean-Sébastien Ferjou, place au débat. Elle va trop loin, la loi sur le séparatisme, en interdisant le port des signes religieux au sport, ou pas, selon vous? Tout dépend de là où on parle, si c'est à l'école et de l'âge des personnes concernées. Si on parle d'une fillette ou d'une adulte, moi je suis libéral, je crois pour le coup qu'on a le droit d'exprimer sa foi, y compris en public, dans la mesure où on n'est pas un agent soi-même, un agent public. En revanche, je crois aussi qu'on a le droit de montrer sa réprobation, ce qui n'a rien à voir avec l'interdiction. On peut dire dans la mesure où le voile renvoie à une idéologie qui est d'ailleurs plutôt insultante pour les personnes qui ne sont pas, elles, islamistes, puisque le voile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard de l'homme est nécessairement indécent et que nous serions tous, en gros, des porcs incapables de nous retenir, de nous jeter sur une femme si elle n'était pas voilée. Donc après, moi, je respecte le choix de certaines femmes dans la mesure où, pour elles, c'est une conviction intime, mais c'est autre chose du port du voile politique. Alors, faire la frontière, la distinction entre les deux, c'est quasi impossible. En revanche, je pense qu'il est possible, dans une société libre, de montrer sa réprobation. Vous montrez bien votre réprobation vis-à-vis des riches. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de dire, ou en tout cas d'exprimer une gêne, ce qui n'a rien à voir avec l'interdiction. Je ne crois pas aux interdictions. Vous ne croyez pas à la loi séparatisme, à l'interdiction de voir une... Je ne crois pas à l'interdiction pour les accompagnantes, par exemple. Et une athlète. Ou arrêter le truc. Moi, j'ai pas envie, par exemple, que quelqu'un qui aura un t-shirt Greta Thunberg ou je sais pas quelle autre connerie, manger les riches, accompagne mes enfants non plus. Mais après, il n'y a plus de limite si on interdit tout. Fatima. En fait, moi, ce que je pense, c'est un peu comme l'amendement UNEF qui va bientôt montrer son inconstitutionnalité et le fait qu'il sera retoqué à l'Assemblée, c'est qu'ils savent très bien que tous ces amendements ne vont pas passer, en fait. Et si le but n'est pas législatif, c'est qu'il est politique. Ils sont en train de réinstaurer le fait de... Ce serait quoi le but politique, alors? Je pense qu'ils sont en train de nous refaire le débat Darmanin-Le Pen, à qui sera le plus dur, à qui ferait le plus de démonstrations, en fait, de dureté, à qui va le plus publiquement conspuer les femmes qui portent un voile. Et de toute façon, on l'a vu dès le début de
des débats sur les lois séparatisme. Normalement, par exemple, un ministre de l'Intérieur... la réalité de l'islam politique. Le ministre de l'Intérieur... Ça existe. Je vais vous en parler. Justement, quand Darmanin, qui représente le gouvernement, quand on lui demande de commenter un peu comment il voit la vision de cette loi, et qu'il ne parle pas de l'islam politique, il ne parle pas des dangereux, des coupeurs de tête ou quoi que ce soit, il dit, moi, ce qui me dérange, c'est les rayons halal. Potentiellement différents, malgré tout. C'est-à-dire qu'il cite exprès quelque chose qui n'a aucun caractère de dangerosité pour placer le débat, non pas sur la lutte contre l'islamisme, mais bien sur un espèce de choc de civilisation, ou même un rayon halal, ce qui n'a jamais tué personne, ni je suis d'accord avec vous, sur ce dernier point. Oui, mais ce n'est pas anodin qu'au moment où il s'exprime, il n'est pas tombé de la dernière pluie, je veux dire, au moment où il s'exprime et qu'il qu'il essaye de mettre en scène le but profond de cette loi, il nous parle des rayons halal. Et donc il crée la confusion exprès sur ce que seraient les vrais enjeux contre l'islamisme et ce qu'il là, ça va, effectivement, dans ce que veulent les sénateurs, c'est créer un contrat d'engagement républicain que devraient signer les fédérations et les associations sportives. Un contrat d'engagement républicain, c'est-à-dire que... Les associations sportives, oui, parce qu'on sait que les associations sportives sont un vecteur majeur de la progression, justement, de l'islamisme. D'accord. Après, il y a les individus et il y a les associations, il y a le collectif, et les individus sont quand même des aspects différents. Mais qu'on laisse, honnêtement, les musulmans et qu'on laisse a fortiori les femmes musulmanes tranquilles. En fait, c'est insupportable de sans arrêt leur jeter l'opprobre comme ça, leur jeter le doute et dire et faire des liens. En fait, rien que le fait que vous ayez fait dans le même raisonnement, en gros, un lien avec l'islam politique, l'islamisme ou je ne sais quoi, c'est profondément indécent. C'est profondément, c'est précisément ce que souhaite aller demander à un Algérien, un Tunisien ou un Égyptien si le port du voile, ou même à un Afghan à Kaboul, si le port du voile, ou en Iran, à Téhéran, allez demander à des gens qui ont vécu, allez demander aux communistes, on est en France, on n'est pas en Afghanistan. allez demander aux communistes qui ont cru, ma grand-mère qui porte un voile. Allez demander aux communistes qui ont cru à l'époque, en 1979, qu'ils pouvaient s'allier avec l'imam Khomeini, si oui ou non ils ont gagné. Le port du voile est un instrument de progression de l'islamisme. Il se trouve que c'est aussi l'expression d'une foi, et je vous l'accorde, il est difficile de réconcilier les deux. Mais quand on fait un choix d'afficher un signe qui se trouve aussi être quelque chose. Si moi je porte ma médaille de baptême et que ma médaille de baptême elle est un insigne de suprémacisme blanc, et ben je ne la porte que plus. Vous voulez remettre en cause en fait la liberté religieuse. Il faut le dire à un moment clairement. Je vous ai dit que je n'étais pas contre. Je vous ai dit que j'étais contre l'interdiction. En revanche, nous avons le droit d'exprimer une réprobation. Qui je dis bonjour, c'est une grande médecin au Maroc, elle porte le voile et personne ne la force à porter le voile. Elle est représentative de plein de femmes. Il y a une autre chose en fait qui est insupportable dans votre raisonnement, c'est la façon dont vous avez de définir à la place des femmes qui portent le voile, de définir les raisons pour lesquelles elles le portent. C'est à elles de le définir. C'est pas à vous de dire oui, je veux me cacher absolument du regard des hommes. Elles ne le portent pas forcément. Est-ce que je vous ai parlé d'une femme en particulier? Je vous ai dit que justement, moi qui suis catholique, je respecte la liberté de conscience et que précisément ça me choque dans un certain nombre de fois qu'on considère que la société doit être laïque. L'État doit être laïque, pas la société. Thérèse Argot, est-ce qu'il faut faire signer effectivement un contrat et interdire? C'est le parti pris ce soir de Fatima Benomar, qu'il faut interdire le port du signe religieux dans les compétitions sportives. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'effectivement, c'est un signe qui est porteur qui est politique, qui est porteur d'une idéologie. Et donc, c'est pas qu'il me gêne en tant que tel, mais c'est que simplement, il y a des lieux pour. Et peut-être que le lieu, par exemple, sportif, n'est pas le lieu pour afficher publiquement son appartenance à cette religion. Et c'est le cas pour toutes les autres religions, parce que finalement, je veux dire, par exemple, vous parlez des catholiques, sont aussi sanctionnés, dans le sens qu'ils peuvent pas porter de croix par-dessus leur pull ou leurs vêtements et tout ça. Donc, non, mais on voit les joueurs se signer, éventuellement pendant la compétition, se signer, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que, en fait, il y a quand même quelque chose par rapport au voile, et c'est que, qu'est-ce qui vient signifier aussi? Et vous l'avez dit rapidement, mais moi je vous rejoins aussi là-dessus, c'est que ce que ça signifie, c'est que, justement, ce sont les femmes qui sont, comme d'une certaine façon, les gardiennes de la bonne tenue sexuelle des hommes. Et donc, par leur façon de se couvrir les cheveux, eh bien, c'est aussi permettre des rapports ajustés entre hommes et femmes. Mais finalement, on délègue la responsabilité chez les femmes, au lieu de déléguer la responsabilité chez les hommes. Aujourd'hui, il y a des youtubeuses qui portent des voiles et qui font des tutos pour être plus mignonnes. Enfin, ça ne veut rien dire ce que vous dites. Non, ce que je veux dire, c'est que le signe ultra coquette et qui portent un voile. Alors, j'ai pas dit qu'on n'était pas coquette, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que la signification du voile
c'est aussi cela, c'est par rapport au rapport. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi une grande question que vous avez aussi soulevée trop rapidement, mais qu'on devrait approfondir. C'est l'âge. Ce n'est pas la même chose que ce soit une fillette qui le porte ou une femme adulte. Donc, je pense que là aussi, on devrait respecter une limite d'âge. Et donc voir une compétition sportive d'athlétisme ou autre, ou de natation avec une femme portant un signe religieux, vous gêne. Et vous préféreriez qu'on le laisse en dehors, voire qu'on l'interdise avec la loi ou pas? Ah oui, je pense que sur une compétition sportive, non, effectivement, il faudra l'interdire. Parce que c'est là le sujet, c'est l'endoctrinement qui passe par les associations sportives. Personne ne peut ignorer ce sujet-là. Vous feignez d'ignorer, comme si tout était affaire de liberté de conscience individuelle. Que les islamistes, ce n'est pas dans leur projet politique que les femmes aillent faire du sport et s'amuser entre elles et faire justement des activités qui sont le propre de l'émancipation. Je suis d'accord avec vous. Il est assez absurde de porter le débat sur le voile de ce point de vue-là. En revanche, que les associations sportives pour les hommes, parce que vous pouvez regarder dans les clubs de foot amateurs en région parisienne, si vous avez un club de Parisiens contre un club qui est plutôt à dominante arabo-musulmane, vous verrez que dans un cas, il y en a qui respectent les croyances de l'autre et qui préparent un buffet halal, alors que dans l'autre cas, on ne leur sert pas d'alcool. Et c'est toujours comme ça. Allez parler à n'importe quel entraîneur de club de foot. De vouloir manger halal, mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que heureusement qu'il y a encore des contre-discours comme ça, inclusifs envers les femmes qui portent un voile. Parce que je peux vous dire que le premier argument prosélyte du côté des islamistes, quand elles viennent dans les associations féministes, c'est qu'elles nous disent, vous savez ce que nous disent les islamistes, c'est que les féministes, elles sont contre nous, contre nos droits, que la gauche, elle est contre nos droits, que la République, elle est contre nos droits, donc venez vers les islamistes, nous on vous aime et on vous respecte. Et heureusement qu'il y a des espaces féministes inclusifs qui leur disent, mais nous on vous prend comme vous venez, et chacun construit son chemin d'émancipation, et moi je peux vous le dire, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire un débat sur ce qui relève de l'aliénation. Les arguments en mettant ou le libre arbitre, mais moi si à la fin de ma vie, je me suis débarrassée même de 5% de tout ce que j'aurais pu intérioriser de sexisme dans ma vie, je serais bien assez contente. Donc c'est pas à moi de leur faire la leçon. Qu'est-ce que c'est qu'une femme libre en général? On ne mourra pas totalement libre, mais c'est à chacun de définir son propre chemin de libération et d'émancipation. On va passer au vert et au rouge. 12 minutes de débat. Voir ce que vous en avez pensé de la prise de position ce soir de Fatima Benomar. Interdiction des signes religieux dans la pratique sportive. Femmes voilées, laissons-les vivre. D'accord ou pas? Non, rouge ou vert? Pas d'accord. Ne les laissons pas vivre. Non, pas ça. Non, l'interdiction des signes religieux. Mangeons les femmes voilées. Non, je pense qu'il faut quand même aller voir les vrais sujets derrière ça. Et que j'entends votre argumentation, mais c'est encore de prendre les femmes pour... Il y a un côté un peu victimaire là-dedans. Et ça me gêne toujours. Non, elles sont responsables de leur choix et c'est un choix politique très fort. Bien sûr, laissons-les vivre. Moi, je voudrais juste remarquer que vous avez parlé d'islamisme ou je ne sais quoi, d'islam politique, mais à la fin, sur qui on tape? Sur les femmes. Je ne sais quoi, ça n'existe pas. Jean-Sébastien Ferjou, pas convaincu? Je vous le disais, je crois à la liberté pour les adultes. Je crois en revanche qu'il faut protéger les enfants de tout projet d'embrigadement. Et toutes les femmes voilées qui nous écoutent, on est avec vous, vous n'êtes pas seuls et on continue. Pas convaincu, Jean-Sébastien Ferjou. Et c'est à vous que l'on va passer maintenant, le directeur de la publication du site Atlantico. Le président a annoncé qu'il réformait l'ENA, qu'il l'a transformé en un institut public. Il ne faudra plus dire ENA, mais ISP très bientôt. Conformément à une promesse, c'était en 2019, après les Gilets jaunes. On réécoute ce que disait le chef de l'État. Il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA. Pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux, tel que je l'ai dit. Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser l'ENA. J'ai fait cette école, je lui dois beaucoup. Donc il ne s'agit pas de dire que l'ENA est mauvaise en soi, au contraire. Il s'agit de dire simplement, si on veut une réforme ambitieuse, voilà, il faut rebâtir. Il faut rebâtir, dit le président de la République. Il faut rebâtir. Alors on change l'acronyme, hein, c'est plus l'École nationale de l'administration, c'est un institut supérieur public. Et vous dites, bon, à ce moment-là, gardons l'ENA, mais changeons les énarques. 90 secondes, Monsieur Ferjou, c'est à vous. Moi, le mot qui me frappe dans la déclaration qu'on a entendue du président de la République, c'est pas réformer l'ENA, c'est réforme ambitieuse. Et c'est là où on est dans une réforme qui est totalement gadget, totalement en trompe-l'œil, parce qu'on va substituer
autre chose. Le sujet, c'est pas l'ENA. Déjà, un concours, c'est important parce que c'est aussi ce qui peut garantir le fait qu'il n'y ait pas qu'un entre-soi dans le recrutement. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit c'est au nom de la diversité. Mais c'est pas à cet endroit-là qu'on doit gérer la diversité. Ou plus exactement, si on attend que la gestion de l'État change parce qu'il y aurait des gens différents, ça ne marche pas. Regardez, Xavier Bertrand le raconte très bien, quand il est arrivé à Paris, il n'était pas énarque, il essayait de se comporter comme des énarques. Donc c'est vraiment pas le sujet. Vous pouvez mettre des gens qui arrivent de Seine-Saint-Denis, des Gilets jaunes, vous les mettez à l'ENA, vous leur infligez le même moule intellectuel, ils penseront de la même manière, ils le penseront peut-être encore plus. Quand on a un complexe social, on essaye de parler comme les autres, plutôt que parfois d'être dans la liberté d'esprit. Donc le sujet, c'est de réformer les carrières, c'est de réformer la formation. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y avait Jean-Pierre Raffarin, à l'époque, avait commandé un rapport à Yves Thibault-Tilly qui constatait déjà que la formation était atrocement convenue. Donc il faut casser ce moule-là, il faut changer l'enseignement à l'ENA. C'est pas les énarques en soi qui posent problème, parce que les gens fantasment sur un énarque, ils voient Emmanuel Macron. Mais vous savez, je parlais à plusieurs énarques cet après-midi. Justement, ils disaient, mais la vérité d'un énarque, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'ennuie dans un bureau un peu obscur au fond de l'administration et qui se dit qu'il aurait peut-être mieux fait de faire HEC. La réalité, souvent, elle est là, mais il n'y a pas de gestion de la ressource humaine, ce qui fait qu'il y a un sujet sur les grands corps de l'État, il y a un sujet sur le conformisme fou au sein de la fonction publique, mais si on veut changer des choses, changeons-le autrement, changeons-le en changeant les profs et en changeant les carrières de ceux qui ont fait l'ENA. Alors, c'est parti, place au débat. Fatima. Alors, c'est sûr que si le projet initial, c'était de démocratiser l'accès à la fonction publique via des concours pour que tout citoyen de la République y accède, c'était un loupé. Donc, les chiffres ont été commentés, que dans la promo 2020, sur 82 élèves, il y avait un fils d'ouvrier, et que si on prend à la fois les enfants d'agriculteurs, artisans, ouvriers, employés, on est à 15% contre 72% d'enfants de cadres. Donc, ça, c'est sûr qu'au moment où on est en train d'essayer, je pense, d'évoluer sur notre vision des élites en pleine crise sanitaire et qu'on a vu les premières lignes, donc les premiers de corvée, qui font tenir la société dans les secteurs sans lesquels la société ne tiendrait pas, c'est-à-dire le médico-social, c'est-à-dire le nettoyage, la grande distribution, etc. Eh ben, c'est sûr qu'on a envie que ça soit considéré aussi comme des élites. Et c'est sûr avec une autre vision que la technocratie, c'est-à-dire des personnes qui savent bien produire des rapports, des décrets, des circulaires, mais qui n'ont pas d'expérience de terrain. Donc, si le projet, effectivement, d'Emmanuel Macron, c'est de le rendre moins élitiste et moins technocratique, sur le papier, on veut bien, mais on est impatient de savoir par quels moyens. Moi, il y a un truc qui me fait doucement rigoler, c'est que on a cette annonce aujourd'hui, alors même que, comme on en parlait tout à l'heure avec Mangeons les riches, le gouvernement est un peu empêtré en fait dans des accusations de bourgeoisie, de mépris de classe, etc. Parce que il y a toujours ce truc qui plane. Pour le coup, on ne sait pas si c'est vrai ou pas qu'il y aurait un ministre qui serait allé dans les dîners chez Pierre-Jean Chalençon. Et il y avait, parce que donc pour revenir à l'ENA, Emmanuel Macron avait déjà fait une annonce du même type. Non, mangeons les énarques, ça je suis tout à fait d'accord. Mais il avait déjà fait une annonce du même type au milieu des... Ah, parce que vous avez essayé. Au milieu des Gilets jaunes. Le 25 avril 2019, il avait déjà fait une proposition du même type. Et en fait, il pense qu'il va nous avoir en faisant de la communication. Là, c'est vraiment de la communication. Parce qu'il change juste le nom. Faut pas croire qu'après, exactement comme vous disiez tout à l'heure, rien ne va changer en fait dans cette école. Ils vont produire exactement les mêmes cas, va toujours y avoir... Ça produira les mêmes effets que quand Édith Cresson a décidé en 1992 que l'ENA ne devait plus être à Paris, parce que vous imaginez quel crime être à Paris pour former des gens qui ont vocation à gérer les administrations centrales, qui, comme chacun sait, sont installés à Perpignan. Et aussi déconcentré, je suis vraiment désolé. Oui, en général. Oui, mais les enseignants, eux, ils sont à Paris. Donc je vous assure, en plus, ça a généré. Bref. Ouais. Mais vous voyez, on est 25 ans, la mesure a dû être appliquée en 96 ou 97. On est 25 ans après. Vous voyez, vous citiez les chiffres, justement, sur la diversité sociale à l'ENA. Le fait d'avoir changé de Paris à Strasbourg, mais c'est du même degré de gadget. C'est-à-dire, c'est comme si vous disiez, je change la voiture, même pas. Je change la couleur de la voiture, mais je garde le même GPS et la même adresse de destination. Et j'attends que... Mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin... Ça veut dire il ne faut plus avoir d'écoles qui forment les élites. On a besoin. Non, on a besoin. C'est une force de la France. Les élites ou la haute fonction publique, c'est pas pareil. On a besoin, justement, vous avez raison, on a besoin malgré tout, c'est une force de la France d'avoir des gens qui savent gérer l'État. En revanche,
le biais intellectuel dans la formation à l'ENA, c'est que ça vous apprend à être un bon élève. C'est finalement le syndrome Édouard Philippe. C'est que vous voulez dire, j'ai tout bien fait, j'ai peut-être pas tout réussi. Comme si un chef d'entreprise disait à la fin du mois, j'ai tout bien fait, je te paye pas ce mois-ci, mais c'est pas grave, j'ai tout bien fait. Mais l'ENA, c'est ça. On vous apprend pas la culture du résultat, on vous apprend la culture du bon élève. Et ça crée un réseau. Parce que et ça crée un réseau. Et ce réseau, il est catastrophique. C'est-à-dire que la formation intellectuelle, elle est celle qui vous pousse. C'est comme en classe prépa, il faut que vous ayez 14 partout, pas 19 dans une matière, parce que vous allez être très bon économiste et moins bon en droit. Non, c'est qu'il faut que vous ayez 14 partout, donc après toute votre vie, parce que justement vous êtes moyen plus, vous avez l'impression que vous êtes meilleur que n'importe lequel de vos interlocuteurs. Et c'est là où il y a un problème après, non pas chez les énarques, parce que chacun pris séparément, ils peuvent être bons. Il y a un problème dans la gestion de leur carrière, parce que ils commencent à 25 ans et ça se déroule. Et en général, les meilleurs, les plus audacieux, ceux qui justement font un peu de remue-ménage, eh ben ils partent ou on les met au placard et ils s'en vont. Et je peux vous dire qu'une fois qu'ils ont pris goût à l'extérieur, où ils sont beaucoup mieux payés, ils sont pas prêts de revenir. Et c'est un vrai sujet quand on est un président qui entend réformer, parce que la vérité c'est qu'il n'y a personne pour le faire, parce que nous n'avons plus les relais dans l'appareil. Vous n'avez pas fait l'ENA? Non, je me suis arrêté à la prépa. Ah d'accord. Alors c'est une vengeance. Vous avez raté l'ENA. Mais non, je vous dis qu'il faut la garder justement. Je vous dis qu'il faut la garder. Thérèse Argot. Je vous écoute attentivement. Alors moi j'ai pas la même culture, comme j'ai pu le dire. Moi je viens de Belgique, on n'a pas du tout cette culture-là. Donc j'écoute attentivement et je suis assez convaincue par ce que vous partagez là, par votre argumentation évidemment, et que ce serait encore de nouveau l'histoire des gadgets, où ce serait un leurre aussi de faire venir des gens de la diversité pour les mettre dans le même moule. Vous avez raison. Et même j'ai beaucoup aimé aussi votre argument en disant ce serait même encore pire parce que ce complexe d'infériorité fait qu'on peut encore plus se conformer. C'est très juste. Et donc du coup qu'attendons-nous pour le faire? Oui, d'accord, mais changer les énarques, moi je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'on change des énarques, parce qu'il y a, mangeons-les. Il y a toute la question de l'enseignement, il y a toute la question en fait de ceux qui ensuite enseignent à l'ENA viennent des grandes écoles. Le sujet, en fait, on se trompe de sujet. L'ENA, c'est le faux nez pour dire l'État. De quoi parle Emmanuel Macron? Les gens veulent changer le système. Emmanuel Macron étant le produit le plus parfait du système et ayant quasiment choisi pour sauver le système, il est assez absurde d'imaginer qu'il puisse radicalement le transformer. Mais enfin bref, il a réussi à le faire croire en 2017. Et là, c'est à nouveau ça, au moment où il y a des candidats qui pointent leur nez en disant « Regardez, moi je ne suis pas énarque, donc je me comporterai de manière différente ». Le sujet, c'est l'autorité politique. Nous avons des élites qui ne savent plus ce qu'elles pensent. Donc quand vous avez des politiques qui ne savent pas ce qu'ils pensent, ben, vous avez une administration en roue libre. Et encore plus quand elle n'est pas très imaginative. Parce que comme je vous le disais, on vous apprend plutôt... Moi, je me souviens, l'épreuve la plus folle, c'est la note sur dossier. On vous donne des arrêts juridiques, peut-être vous connaissez ça, Pablo aussi, et on vous pose même pas une question, c'est pas un sujet de dissertation, il faut trouver une solution, c'est juste, il faut reconstituer la pensée. La formation de l'ENA, c'est prouver que vous êtes capable de reconstituer la pensée d'un milieu déjà établi du système. Mais c'est une vraie question, en fait, réformer notre haute administration et les cursus, en fait, de ces gens. Oui, c'est la volonté politique qui doit présider à ça, mais on peut aussi imaginer que à la tête de nos grandes administrations, eh bien, il y a des gens qui viennent peut-être du milieu universitaire, et c'est aujourd'hui trop peu le cas, ou du milieu associatif. On peut imaginer que pour diriger certaines directions, des gens, pour diriger la DILCRA par exemple, on n'est pas forcément obligé d'être un énarque. On peut aussi venir d'autres parcours, et ça pourrait faire aussi qu'il y ait plus comment on dit, de malléabilité, enfin que notre administration, de souplesse, exactement, et moins de verticalité. Et en tout cas, un esprit critique, en fait, que des gens, en fait, qui sont critiques de la façon dont marchent les administrations puissent intégrer ces administrations pour précisément leur apporter des évolutions qui pourraient être intéressantes. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas assez de culture critique parce qu'il n'y a pas assez, tout simplement, de diversité d'expérience. C'est-à-dire, s'ils sont challengés en interne par des personnes qui leur disent c'est pas comme ça que ça marche du tout sur le terrain que nous portons sur notre dos, je parlais des premiers de corvée, c'est bien normal qu'on reproduise toujours un peu le même système culturel et politique. Mais moi, là où je rejoins Pablo, si je puis me permettre, c'est que c'est évidemment un coup de com' parce que, enfin, il y a Macron qui est en train de nous dire ah là là, l'ENA est trop élitiste. Enfin, c'est Jupiter qui a soudain comme ça la nostalgie des astéroïdes. Alors merci beaucoup, mais c'est le premier qui pense que il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, qu'il y a des premiers de cordée, etc., etc. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que pour le coup, c'était une tirade démagogique et de communication. Mais est-ce que ça commencerait pas plus tôt à l'école déjà, au collège, au lycée, la façon dont on éduque les enfants et en France? Moi, je suis interpellée parce que je vois mes enfants sont éduqués en France et je suis en conflit permanent avec leur établissement scolaire parce que je ne comprends pas cette logique très élitiste ou la façon d'apprendre les apprentissages. Et donc, est-ce que tout ce qu'on est en train de reprocher là, au plus haut niveau du pouvoir, eh bien, est-ce que ça commencerait pas déjà dès la primaire, même on va dire maternelle, au collège, au lycée? L'ENA est un symptôme d'un cancer général. Voilà, je le verrais plutôt comme ça. Et donc, je trouve que ce serait plus intéressant d'aller plus en profondeur. Tenter de vous répondre quasiment l'inverse. Peut-être est-ce
c'est parce que nous considérons que les enfants pauvres n'ont pas vocation à parler au passé simple, que derrière, ils n'arrivent pas à l'ENA. Parce que quand vous enfermez les gens dans un destin, parce que vous leur dites, on va quand même pas vous apprendre la princesse de Clèves ou le passé simple, ou je sais pas quel autre truc, qui sont considérés comme des attributs bourgeois, vous leur dites quoi? Vous les assignez à un destin. Et c'est précisément parce qu'on assigne des gens à un destin que derrière, ils ne se rêvent pas dans une situation où ils pourraient, eux, intégrer des élites. Après, la culture, ce n'est pas que la princesse de Clèves, il peut y avoir aussi des contre-cultures et des cultures alternatives très intéressantes et élitistes. Sans passer simple. Non mais on est quand même d'accord qu'en France, c'est un système très élitiste. À la limite, peu importe, c'est pas une chose ou une autre. Vous voyez la logique, c'est d'enfermer les gens dans un... Justement, au contraire, de leur empêcher l'accès à l'élitisme. La culture, parfois, peut avoir des visions élitistes dans la manière de hiérarchiser les productions culturelles. On a passé notre temps de discussion, nos 12 minutes réglementaires. Comme disait l'autre, on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Jean-Sébastien Ferjou. Gardons l'ENA, changeons les énarques. Fatima Benomar. En fait, j'ai du mal à me positionner tout simplement parce que déjà, je n'arrive pas à bien comprendre le projet d'Emmanuel Macron. Et donc, oui, on pourrait garder l'ENA et changer en profondeur, on va dire. Donc pas convaincu quand même sur le fond. Ouais. Mais théoriquement, je serais d'accord avec vous. Mais... Ah bah alors, théoriquement, oui ou non? On va dire oui. Allez, oui, un verre. Thérèse Argot. C'est pas si terrible que ça, je vous assure. On sent que c'est difficile. Mais par contre, non, écoutez, moi, je n'avais pas d'avis au départ. J'ai écouté attentivement tout ce que vous avez partagé. Et je suis plutôt très convaincue par ce que vous avez pu présenter comme argument. Pablo. Non, moi, c'est un rouge parce que je peux pas garder l'ENA. Non, moi, je veux supprimer l'ENA. Et comme je suis monomaniaque ce soir, mangeons les énarques. D'accord, bon, au moins c'est fait. Et puis on a posé la question, gardons l'ENA, changeons les énarques. C'est le petit sondage express sur Twitter, c'est juste l'humeur pendant les 10 minutes de discussion. Et vous dites un oui. Et, là, c'était fallait-il supprimer l'ENA? On était parti de la question de base. Et c'est un oui à 56%, et ça rejoint plutôt la radicalité à ce moment-là qui était exprimée par Pablo. Et on va terminer par Thérèse Argot, sexologue, philosophe, et revenir sur ce qu'a dit Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre, il est chroniqueur musical. Il a provoqué un tollé, l'ancien acolyte de Patrick Sébastien. Il travaillait avec Sébastien dans les années bonheur. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la chanson française. Et s'il a provoqué ce tollé, c'est parce qu'il a tenu des propos pour le moins déplacés à l'encontre de la chanteuse Oshi, interprète du titre Ta marinière. C'était sur le site de la web radio Armada. Je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous? Mais elle est effrayante. Non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale. Mais et qui a du talent, je l'ai reçu avec son succès ta marinière, qui est génial. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, même des Sheila à 20 ans, ou des Françoise Hardy, enfin des gens. Il y a plein d'interprètes magnifiques. Alors, il y a les propos de Fabien Lecoeuvre, dont vous allez nous parler, Thérèse Argot, mais vous dites aussi, attention, l'apparence, ça compte. 90 secondes chrono, c'est parti, c'est à vous. Évidemment, je ne vais pas être d'accord avec ces propos. C'est très violent de parler comme ça du physique d'une personne. Et en plus, voilà, ici, c'est pour faire vendre de la musique. Donc évidemment, on est d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de débat. En revanche, moi, je trouve que ce qui est intéressant derrière, finalement, une espèce de polémique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, c'est que ça dit quelque chose de notre société actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose où on n'est pas très à l'aise, voire on n'est pas à l'aise du tout avec la dimension sexuelle de l'apparence corporelle. Je m'explique. C'est que finalement, c'est comme si on voulait un peu gommer cette dimension-là sexuelle. Là, finalement, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il veut des personnes, il veut du glamour. C'est de ça dont il parle. Et la réponse qui est faite et qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est que mon corps m'appartient, je fais ce que je veux de mon corps, et vous n'avez pas à juger son apparence corporelle. Jusque-là, on peut dire aussi ça se tient. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est que on voit apparaître comme si on niait cette dimension corporelle de l'existence humaine. Mon corps, c'est la première chose que vous voyez de moi. C'est pas ma beauté intérieure, c'est pas mon intelligence, c'est mon corps. C'est par mon corps que je rentre en relation avec les autres. Mon corps, vraiment, c'est par mon corps que je rentre en relation, et donc c'est pas quelque chose que je néglige. La façon dont je me vêtis, la façon dont je me tiens, la façon dont je vais marcher, dit quelque chose de moi. Ça s'appelle le langage non verbal. C'est très important dans les relations humaines. Et donc c'est là-dessus que moi je voudrais un petit peu interpeller en disant attention, parce que quand même l'apparence, ça compte, c'est quand même important. Après, il s'agit de savoir si on envoie le bon message avec son apparence, donc d'avoir une adéquation entre ce qu'on veut
veut renvoyer et ce qu'on ressent profondément. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on vient de plus en plus avec une dimension, on va dire, politique du corps. Et donc, on gomme l'aspect sexuel, mais le corps est devenu un objet politique, de revendication politique. Et c'est en cela que ça me gêne bien plus que la dimension sexuelle. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? L'apparence, ça compte, c'est le premier message. Fatima Bennomar. Alors, oui, nos corps sont politiques et la manière dont on définit ce qui serait sexuel ou pas est évidemment politique et n'est absolument pas neutre. Là, on n'admet pas en fait qu'une femme désobéisse à telle norme et qu'on trouve son corps détestable juste parce qu'elle obéit pas à telle norme. Et en fait, on déclasse la diversité qu'il y a dans nos morphologies, dans notre choix ou non d'avoir une pilosité, des tatouages, des crânes rasés, des cheveux verts, d'être androgyne, d'être grande gueule, d'être baraqué. Et en fait, dès on peut trouver d'ailleurs une énergie sexuelle et même érotique là-dedans, on essaie de nous dire oui, mais là, on n'est pas dans les normes de la beauté féminine telle qu'on voudrait l'avoir. Des normes qui par ailleurs changent d'une culture à l'autre et d'une époque à l'autre selon le bon vouloir des modes. Donc Oshi, en plus, elle fait une proposition esthétique. Oui, elle n'est pas du tout neutre. Oui. Elle a sa coupe de cheveux, elle a son style vestimentaire qui lui sont propres. Et le propre des artistes, justement, c'est de ne pas se conformer et de proposer, d'ailleurs pas seulement les artistes, je pense tous les citoyens, ce serait bien qu'ils puissent montrer leur anticonformisme dans la manière dont ils se réapproprient leur corps. Et moi, quand j'écoute une Janis Joplin ou une Amy Winehouse, ce qui me plaît, c'est de pouvoir deviner dans ses expressions, dans ses grimaces, dans sa tension et même dans ces sortes de laideur des émotions. Et je pense que c'est ça qui charrie tout l'amour qu'on a pour nos artistes, c'est qu'ils ne sont pas juste beaux et sublimes comme on voudrait qu'ils soient dessinés. Et en fait, mais donc on peut le dire aussi, on peut l'exprimer. Oui, oui. Enfin, je veux dire, alors Fabien Lecoeuvre. Mais moi, je ne trouve pas que cette femme Oshi est en train de dire que parce qu'elle ne veut pas se conformer à une certaine vision de ce qu'est censé être une femme belle, donc une beauté assez sage et qui ne déborde pas, elle ne fait pas une proposition personnelle de à quoi elle veut ressembler. Et par ailleurs, c'est sûr que plus on va dans des sociétés où les femmes doivent tout le temps s'observer et être perçues comme belles, plus elles vont jamais penser l'être assez. Et nous, dans nos permanences des associations féministes, ce qu'on a, c'est des jeunes filles qui sont magnifiques par ailleurs et qui voient dans leur miroir des monstres qui ont l'impression de ne plus ressembler à rien tant qu'elles n'observaient pas un idéal de beauté inatteignable. Mais Fabien Lecoeuvre qui se fait... c'est normal qu'on le découpe en morceaux pour ce qu'il a dit ou pas? Est-ce qu'on doit manger Lefebvre aussi? Oui, parce que là, ce soir, est-ce qu'on mange Fabien Lecoeuvre? Parce qu'il a dit, parce que vous voyez, il a fait un parallèle, il a dit quand est-ce qu'on donne des beaux mecs, quand est-ce qu'on donne des belles filles? Et puis alors, il a fait une référence aux années 60, il a parlé de... Bon, oui, date, dans les années maintenant, 60, il y avait Janis Joplin aussi. Ça mais fait si je puis me permettre, moi, ce qui m'interpelle, on avait déjà eu un débat, est-ce qu'il y a encore du sexisme à la télé aujourd'hui? C'est la manière au calme dont il dit tout ça et dont il n'a pas l'impression. Et d'ailleurs, personne ne le contredit en plateau. Mais c'est ça, c'est que le Lecoeuvre en fait est un symptôme en fait d'une société qui est malade, de personnes en fait qui sont à ces endroits-là, qui sont souvent, bon, désolé, je vais utiliser un terme assez consacré, mais des mâles blancs hétérosexuels de plus de 50 ans et qui se permettent en fait du haut de. Ah non, vous n'avez pas 50 ans. Non mais et qui se permettent. Non mais et qui se permettent en fait du haut de leur, je sais pas moi, du fait qu'ils passent à la télé, qu'ils passent à la radio, etc., qui se permettent en fait d'énoncer la norme, des normes qui leur sont propres en pensant qu'en plus c'est universel. Parce qu'il dit c'est quand même pas possible. Du genre, il faudrait absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est absolument dégueulasse. Dans son propos, parce que moi j'ai quand même réécouté de son propos, il démonte aussi les hommes, parce qu'on a fait un peu un focus. Oui, il dit des beaux mecs aussi. Mais même, quand est-ce qu'on donne des beaux mecs? Mais ces normes pourries, on n'en veut pas. Il a dit la même chose sur Bilal Hassani. À Bilal Hassani, il lui a dit oh mais je trouve dégueulasse que ce mec, on sait pas trop si c'est une femme. Mais Bilal, il fait ce qu'il veut. Il a pas besoin d'attendre que Lecoeuvre, ou je sais pas quoi son nom, d'avoir l'assentiment de Monsieur Lecoeuvre. Dans ce propos-là, ce n'est pas une question féministe et c'est pas une question sur les femmes en général. Il vient simplement en disant que l'apparence corporelle, elle compte. C'est vrai, c'est son point de vue. Il donne son point de vue. Laissez finir, Thérèse. Non, je dis simplement. On sait très bien que dans la production musicale, les femmes vont avoir plus de pression sur leur poids, sur leur morphologie. Pour les hommes, là, il a cité 3 hommes, il a cité une femme et 3 hommes au moins qui critiquent violemment. Donc là, pour le coup, il y a la question féministe, mais pas uniquement. En fait, son point, il est quand même, c'est intéressant. Son point, il dit, en fait,
parce que lui, il a un objectif de vente. Il dit, elle vendrait plus ou il vendrait plus s'il faisait attention à leur apparence corporelle. Il se moque de Christophe Maé avec son bouc en disant, il vendrait 5 fois plus si maintenant il enlevait ce bouc. Parce qu'il est producteur de normes, ce monsieur. Et c'est ça, et c'est son job à lui, producteur de normes. Si. Alors, Jean-Sébastien Et il veut Ferrand, faire du business, et c'est son point à lui. qui est un Allemand, mais de Fabien- moins de 50 ans. Voilà. Il n'y a que moi qui peux plus. Allez-y. Non, je trouve que son discours est imbécile s'il avait vocation à produire des normes. C'est-à-dire que, évidemment, Oshi fait ce qu'elle veut, et tant mieux si elle réussit une carrière en ayant, au-delà de son physique d'ailleurs, des choix vestimentaires assez assumés, et tant mieux s'il y a des artistes qui, précisément, peuvent imposer une vision totale. Après, et c'est ce là, qu'il peut-être, on est tous hypocrites, c'est que lui, il dit, oui, il vendrait plus de disques, si, mais c'est incontestable. Regardez ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que vous avez suivi cette affaire qui a déclenché une tempête phénoménale sur les réseaux sociaux aux États-Unis? Khloé Kardashian, la grande sœur de Kim, la petite sœur, ou bref, on s'en fout, une des sœurs de Kim Kardashian, pose régulièrement sur Instagram. Elle vend notamment des maillots de bain, des bikinis, etc., avec des photos incroyables. Bref, vous voyez à peu près l'esthétique des sœurs Kardashian. Le week-end de Pâques, elle va chez sa grand-mère. Sa grand-mère la prend en photo, et là, un assistant de la famille met la photo en ligne sans retouche. Horreur! Vous la reconnaissez pas. Ça n'est plus la même personne, parce que déjà, elle a quasiment pas le même corps, c'est plus le même visage. La famille Kardashian a instantanément mis en branle toute sa machine d'avocats, de menaces sur tous les gens qui publieraient la photo. On parle d'un marché très particulier, les placements Non, produits. Kim Kardashian, elle est devenue milliardaire cette semaine. La même semaine, Forbes vient d'annoncer que Kim Kardashian est devenue milliardaire. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la déclaration de Fabien Lecoeuvre, elle est imbécile à mon sens Il ne fait quand pas il un dit constat. un artiste devrait se conformer à ça. En revanche, nous sommes tous hypocrites parce que la réalité, c'est que oui, peut-être plus que jamais avec Instagram, avec le fait que nous soyons en train de passer d'une civilisation de l'écriture à une civilisation de l'image. Regardez avec les emojis, le fait que nous prenions plus facilement des selfies, que vous avez instantanément des filtres pour changer votre apparence. L'apparence est devenue une commodité. L'apparence est devenue. Il voudrait que tout le monde soit comme les sœurs Kardashian, en fait. Ben, Il est en train de dire. je trouve ça Non, il est idiot. plutôt En revanche, ne faisons pas des grandes déclarations de vertu sur les plateaux de télévision, quand la vérité, c'est que tous. Non, pas tous. Peut-être à notre insu. Moi, je serais Peut-être pas ravie vous. de voir mon artiste au bout de sa vie et qui monte sur scène alors qu'il a la mais crève peut-être que pour un autre, Oui, du naturel, pour un autre du choix, spontané, peut-être du que pour un naturel. autre choix qui n'est Depuis pas qu'il y a la celui. crise sanitaire, on n'est plus tenu Oui, de mais se enfin, maquiller. On voit la là, on voit à la réalité- télévision des personnes comme La ça. réalité, est-ce Non, qu'avec mais Kim l'erreur- Kardashian est devenue milliardaire sur son physique? L'erreur, en fait, c'est de croire que sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier, les gens se présentent au public, en fait, sans filtre aucun. Non, justement, Bah Kim oui. Kardashian, Oui, c'est c'est ce du qu'il dit, placement. c'est ce Non, qu'il dit. mais ce que je dis, c'est que c'est du placement de produits. Et qu'en fait, c'est l'industrie capitaliste qui produit, en fait, les corps des femmes et qui les façonne et qui dit Mais c'est pas- à la famille non, Kardashian, c'est pas- mais c'est non, pas vous vrai, allez parce vous que habiller, Kim vous allez faire Kardashian ça. a imposé, pardon, d'être, a mais a imposé imposé, son- oui. voilà, des formes très calipiges, là où Oui, c'était absolument pas les canons. exactement. Donc, il y a, Donc, c'est les modes c'est là où vont la changer réalité, de vous qui êtes ministère. c'est là où vous qui êtes féministe, la réalité elle est toujours plus complexe parce qu'il y a aussi des femmes qui choisissent de faire de leur apparence une arme. Et ça, Évidemment. c'est une réalité. Et pour le ce coup, qui est- pourquoi c'est aurait-elles le droit intéressant. de mettre un voile Mais et justement. pas le droit de faire carrière mais- sur leur cul? À qui le dites-vous? Moi, je suis en train de le critiquer. Lui qui veut interdire aux femmes de vouloir monter sur scène avec, on va dire, une beauté dite alternative. Mais moi, je n'ai rien contre. Et ce que je trouve magique dans Instagram, c'est qu'on a vu tout un tas d'Instagrammeuses démocratiser à la fois l'hypersexualisation quand c'est elles qui en sont maîtresses, même si je pense que dans le marché Kardashian, ça se passe pas aussi, justement, c'est cadré, on va dire, Ah oui, par exactement. les producteurs du marché. Bah, c'est la mère, mais il y a hein. C'est par leur mère ailleurs qui est la des productrice. femmes qui décident Mais- de faire ça, comme il y a des femmes qui décident de montrer sur Instagram, et c'est beaucoup moins policé que dans, par exemple, les revues féminines, etc., des corps gros, des corps poilus, des corps avec des femmes qui sont androgynes, etc., Mais- etc. On a eu cette diversité-là Mais sur ces Thérèse, réseaux sociaux. lorsque vous dites aujourd'hui l'apparence, ça compte, et c'est cette apparence C'est pas neutre. qui a dénigré Fabien Lecoeuvre, parce qu'elle ne correspondait pas à ses canons. Mais vous dites l'apparence, ça compte, il faut la soigner ou faut la pas son polisser. apparence, le premier message, il faut la polisser ou Il la faut- laisser telle qu'elle, naturelle, l'arranger, la truquer légèrement. Qu'est-ce qu'on doit Mon faire? point, il est d'abord prendre conscience que donc l'apparence ça compte et donc il faut assumer cela. Et donc ce qui est important, c'est de prendre cela en considération. Et je Dans trouve ce que l'on qu'il y a un renvoie vrai comme travail message. à faire, qu'on renvoie un message par son apparence corporelle. Et le Donc il travail faut à la faire, soigner, personne- cette apparence. Je dirais pas soigner, parce que soigner c'est comme un peu L'arranger. complexé. Non, c'est-à-dire qu'elle soit en cohérence avec ce qu'on est. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien une actrice, une chanteuse comme Oji, qui pour le coup, je trouve qu'elle a une vraie cohérence.
cohérence entre ce qu'elle est et ce qu'elle dégage, parce qu'elle soigne son apparence. Est-ce qu'on doit être tout le temps? Mais on doit pas. Mais il n'y a pas d'homogénéité dans ce qu'on est. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis en pleine forme parce que je suis dans un cycle de mon évaluation. Vous devez connaître ça, qui fait que je reste splendide. Et demain, je serai au bout de ma vie, j'aurai autre chose à partager avec mon public. Eh bien, ce qui est intéressant simplement, c'est juste de prendre cela en considération et d'arriver en fait à voir, voilà, quel est le message que j'envoie avec mon corps. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je trouve qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire aussi auprès des jeunes sur ce point-là, parce que on dit oh je m'en fiche, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. Alors ça s'entend, mais attention, est-ce que tu es bien d'accord que avec tout ce que tu es, tu renvoies aussi des signes et que c'est là les gens totalement d'accord. Et par ailleurs, donc, personnellement, j'ai fait le choix par exemple du no bras, c'est-à-dire que je ne porte jamais de soutien-gorge. Je sais que je vais en payer un certain coût social. Je suis dans ma tête, je suis bien consciente. Ok, tu vas peut-être rater des opportunités, tu vas peut-être envoyer des signaux qui ne sont pas compris dans la société. Vous allez peut-être aussi en avoir d'autres. Quand on est grand, on rentre citoyenne et adulte, vous assumez votre choix. Pour moi, c'est ça. Allez, fin de la discussion. Et de comprendre que ça a un impact. Finalement, il dit ça un peu. Juste d'un mot, parce que malgré tout, il y a beaucoup de gens et de garçons de plus en plus qui souffrent d'anorexie, de filles évidemment, tout le monde le sait. Donc alors, l'image, on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Thérèse Argot, rouge ouvert. On y va. L'apparence, ça compte, Pablo? Oui, l'apparence, ça compte. Oui, l'apparence, ça compte. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense qu'on peut même en faire un outil de combat politique. Jean-Sébastien? Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qui était développée à la fin de l'éducation, parce que précisément, que ça nous plaise ou non, l'apparence, ça compte. Et donc, l'éducation à cet enjeu-là, et dans une civilisation qui bascule de plus en plus vers l'image, oui, éduquons les jeunes notamment pour qu'ils ne soient pas dans des situations de souffrance. Fatima? Non, parce que je trouve pas ça anodin d'être partie de cette anecdote pour, on va dire, contredire les personnes sur Twitter qui se sont énervées en leur disant, en fait, en essayant de calmer leur colère, parce que quelque part, Oshi devrait quand même faire attention à son apparence. Et donc, que ce soit dans le propos de Monsieur Lefebvre et dans la manière dont mais quand même essayer de légitimer une part de son discours. J'ai pas légitimé une part de son discours. Alors, on a posé la question aussi. Je me crois aussi. Alors, non, c'est fini, trop tard. C'est posé sur la table. On va regarder. On a posé la question rapidement, comme ça, en express, sur les réseaux sociaux. Et on va voir ce qu'il en est ressorti. Oshi, y a-t-il une injonction pour les femmes à être belle? C'était la question qu'on avait posée à côté. Ouais, donc il y a débat. C'était un oui. Y a-t-il une injonction? C'était par rapport à ce que disait Fabien Lecoeuvre, c'est canon de beauté. Non, mais il disait autre chose. Y a-t-il une injonction? Il dit qu'il faut qu'il y ait une injonction. Oui, c'est pas la même chose. Alors, je fais une réclamation auprès du producteur. Vous allez le voir, là, il est dans les couloirs.